Salam alaikum, bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle séance du comportement du consommateur. Désolée pour la dernière séance, on a eu un souci technique et donc la séance ne s'est pas déroulée malheureusement comme prévu. Alors, pour rappeler là où on était en train de détailler le processus décisionnel du consommateur et on a eu l'occasion, lors d'une séance précédente, de traiter les deux premières étapes, reconnaissance du problème et recherche d'informations. Et on s'est arrêté au niveau de la troisième étape qui concerne l'évaluation des alternatives. Et à ce niveau, on a eu l'occasion de traiter de cette double sélection qui s'opère par le consommateur du côté des attributs et du côté des marques. D'un côté, le consommateur va retenir un certain nombre d'attributs et de l'autre côté, il va devoir opérer une sélection concernant un certain nombre de marques ou d'entreprises ou de prestataires de services. On a eu l'occasion de détailler justement cette sélection du côté des attributs et on va s'atteler aujourd'hui à détailler comment s'opère la sélection du côté des choix possibles, du côté des marques, du côté des produits, du côté des enseignes. Donc, je zappe ces deux slides qu'on a eu l'occasion de détailler l'avant-dernière séance et je m'arrête au niveau de cette slide-là. Comment s'opère cette sélection du côté des marques? Il y a un ensemble de marques qui sont existantes pour une classe de produits. Donc, comme pour les attributs, ce n'est pas le plus important. Ce qui va nous intéresser, c'est à partir du deuxième niveau de gradation. Toutes ces marques ne sont pas connues par le consommateur. Il y a des marques connues et il y a des marques inconnues. Je prends un exemple et je vous mets au défi de me citer toutes les marques d'eau en bouteille disponibles au Maroc. D'accord? Ça sera une masse très difficile. C'est la raison pour laquelle le niveau d'analyse qui va nous importer, c'est à partir justement de cette distinction marque connue, marque inconnue. Il y a un certain nombre de marques qui sont connues par le consommateur et des marques inconnues. Parmi ces marques connues, on pourrait relever trois grandes catégories. La première catégorie, on l'appelle l'ensemble évoqué. Qu'est-ce que ça veut dire l'ensemble évoqué? C'est l'ensemble des marques parmi lesquelles le choix est possible. Versus un ensemble rejeté, c'est l'ensemble des marques que le consommateur a rejetées. Pourquoi? Parce qu'il a eu une mauvaise expérience. Parce qu'il a entendu des informations négatives les concernant. On est des êtres sociaux capables d'apprendre de nos propres expériences, mais aussi des expériences des autres. Et entre les deux, on a un ensemble en attente. En attente de quoi? En attente justement d'être évalué. Et les marques qui vont être choisies par les consommateurs vont justement appartenir à cet ensemble évoqué. Je reviens sur cet ensemble évoqué qui est assez central dans la littérature en comportement du consommateur. L'ensemble évoqué, c'est l'ensemble des marques parmi lesquelles le choix est possible. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que pour chaque consommateur, il ne va pas y avoir une fidélité absolue à une marque, mais il va y avoir une sélection d'un certain nombre de marques parmi lesquelles le consommateur va jongler au gré des situations. Au gré des situations de consommation, notamment. Il y aurait des marques que le consommateur va acheter lorsqu'il fait les courses pour le quotidien, mais il y aura des marques qu'il achètera lorsqu'il y a des invités, par exemple. Lorsqu'il y a une mère ou un père de famille, lorsqu'il va faire des courses, il fait des courses pour l'ensemble des membres de la famille. Donc l'ensemble évoqué pourrait se matérialiser justement en un ensemble de marques qui vont satisfaire l'ensemble des membres de la famille. D'accord? Et donc, les marques qui vont être achetées, ils vont appartenir indéniablement à cet ensemble évoqué. Quelle est l'utilité de tout ça? Je reviens en premier niveau. C'est très utile justement pour une marque de déterminer, je remplace marque par enseigne, la logique va être exactement la même. C'est important de savoir est-ce que notre marque fait partie des marques qui sont connues ou les marques inconnues. D'accord? Pourquoi? Parce que si on fait partie des marques inconnues, ça veut dire qu'on a des failles au niveau de notre système de communication. Il faut revoir notre stratégie et nos outils de communication. Si par contre, j'ai relevé que ma marque fait partie des marques connues, vous voyez, s'il vous plaît, je reviens à cette question d'études concurrentielles qui sont assez complexes, notamment en sciences de gestion, mais qui deviennent très très faciles et très simples à travers des études de comportement du consommateur et surtout, ça nous donne des résultats nettement plus pertinents.
Il n'y a pas plus complexe que les études de la concurrence. Or, ici, il suffit d'aller poser des questions assez simples au consommateur pour savoir quelles sont les marques qu'il connaît. Et de cette façon-là, on va déterminer quel est l'environnement concurrentiel direct. Combien d'entre vous n'ont pas été tentés dans une analyse de concurrence de recenser l'ensemble des entreprises qui offrent les produits sur le marché? Là, c'est une erreur parce que justement, il faut s'approcher surtout du client et savoir quel est son environnement concurrentiel à lui. Ce qui nous importe, c'est la délimitation de cet environnement concurrentiel pour chaque client. Le deuxième niveau d'analyse, le fait de savoir est-ce que notre marque fait partie d'un ensemble rejeté va avoir des conséquences et va nous donner des pistes en matière d'action marketing. D'accord? Notre produit ou notre marque a été rejeté. Pourquoi? Il faut creuser, il faut savoir qu'est-ce qui a poussé le consommateur à rejeter. D'accord? Et donc, il faut absolument traiter ces freins pour pouvoir notamment reconquérir le consommateur. Si notre marque fait partie d'un ensemble en attente, là, il est particulièrement recommandé d'encourager le test, d'encourager notamment l'essai des produits à travers des techniques qu'on connaît, notamment dans les opérations promotionnelles. J'arrive à l'ensemble évoqué. L'ensemble évoqué, là, vous voyez, je vais déterminer de plus près quel est notamment mon environnement concurrentiel et comment je peux notamment déployer des efforts pour rester le plus tôt et le maximum possible dans cet ensemble évoqué parce que sans l'appartenance à cet ensemble évoqué, je n'ai aucun espoir que le consommateur achète mon produit ou ma marque. Voilà donc pour cette sélection du côté notamment des marques. Je passe à la quatrième étape de notre processus de décision, à savoir l'achat. Que peut-on dire concernant cette étape-là de plus que ce qu'on a abordé concernant les processus psychologiques et ce qui nous avait ramené à parler du processus de mémorisation? Je voudrais zoomer ici sur deux points essentiels. Comment s'opère le choix du consommateur par rapport à la marque versus point de vente et le poids du point de vente? Rappelez-vous, je l'avais listé lors d'une dernière séance, la séance précédente, et je vous ai dit on reviendra sur ce point-là. Et je voudrais revenir sur une série de facteurs qu'on appelle des facteurs situationnels qui englobent tout simplement un certain nombre de facteurs qui vont influencer la situation d'achat. Je commence par le premier point. J'ai relevé ici trois scénarios. Un quatrième, à la limite, pourrait être listé et qui pourrait concerner les achats à forte implication. Le consommateur a une idée d'une marque précise, il ne la retrouve pas dans le point de vente et il va changer de point de vente pour trouver la marque qui a été fixée au départ. Et je vais parler ici de la situation la plus usuelle qui concerne une bonne partie des achats à faible implication. C'est l'essentiel de nos achats, les achats de tous les jours. D'accord? Et dans ce sens-là, il y a lieu de distinguer trois scénarios. Comment vous pouvez lire cette slide? Vous voyez les flèches en haut, s'il vous plaît. Il y a les décisions qui s'opèrent avant d'aller dans le magasin, donc lorsque le consommateur est chez lui, et il y a ce qui va se passer dans le point de vente. Premier cas de figure, le consommateur a décidé d'acheter une marque précise. Il va se déplacer dans le point de vente, il va rechercher la marque, il va la retrouver, il va l'acheter. Il ne va pas la retrouver, qu'est-ce qu'il va faire? Rappelez-vous, je parle d'achat à faible implication. Il va rechercher une autre marque parmi l'assortiment du magasin. Et il va choisir une marque parmi l'assortiment du magasin. Deuxième cas de figure. Le consommateur ne décide même pas d'une marque bien précise. Il décide plutôt d'une catégorie de produits. Il se dit, il me faut des yaourts, il me faut de la lessive. Et le reste va se faire dans le magasin. Donc, à l'intérieur du magasin, le consommateur va regarder l'assortiment proposé et il va choisir une marque parmi l'assortiment proposé par le magasin. Troisième cas de figure, le consommateur va décider juste d'un magasin. Il va choisir juste le magasin et le reste du processus décisionnel va s'opérer à l'intérieur du magasin. C'est à l'intérieur du magasin qu'il va décider quelle est la classe de produits qu'il va devoir acheter. Donc en gros, il se dit, je dois faire mes courses de la semaine, du mois, peu importe. Une fois dans le magasin, il se dit, ah, il me faut des yaourts, il me faut
du lait. Et progressivement, il va choisir la marque parmi l'assortiment proposé par rapport à chaque catégorie de produits. Vous voyez ici, s'il vous plaît, l'importance de l'enseigne. Aujourd'hui, une bonne partie du processus de décision, il échappe au contrôle du consommateur parce que c'est les enseignes qui le contrôlent. Parce que lorsque je suis dans la troisième configuration, je ne suis plus autant libre que pour la première, voire le premier scénario dont j'ai parlé, lorsqu'on est dans un achat totalement libre. Je n'ai pas trouvé ma marque, je change de magasin à la recherche de ma marque. D'accord? Vous voyez ici quel est le poids de l'enseigne et comment l'enseigne pourrait se substituer en partie au processus décisionnel du consommateur. Je continue par rapport à la suite. Les facteurs situationnels. Je disais, les facteurs situationnels, c'est l'ensemble des variables qui interfèrent au moment de l'achat, qui accompagnent la situation d'achat. C'est pour ça qu'on les appelle les facteurs situationnels. Et ces facteurs sont très importants parce qu'ils peuvent anéantir tous les efforts marketing déployés en amont si on ne prend pas la peine de les gérer efficacement. Je cite ici quelques exemples. La disponibilité du produit recherché tient un des points noirs de nos entreprises marocaines. Les ruptures de stock, je vous inviterai, lorsque vous faites vos courses un samedi soir, à prêter une attention particulière au nombre de ruptures que vous pouvez constater sans grande difficulté au niveau des étalages des rayons. D'accord? On gère très mal, malheureusement, cette rupture de stock. Pourquoi est-ce dangereux? Parce que lorsque le client ne trouve pas la marque qu'il recherche, il va indéniablement chercher parmi l'assortiment des marques qui sont disponibles. Et malheureusement pour vous, il reviendra jamais ou rarement vers la marque initiale. D'accord? Lorsqu'on a eu l'occasion de tester une autre marque, ben c'est une partie tout simplement de la clientèle qui va partir indéfiniment vers la marque concurrente. La promotion des ventes et tout ce qui est PLV, donc publicité sur le lieu de vente, ainsi que l'ILV, information sur le lieu de vente. C'est très important de gérer ces paramètres parce que pour justement des achats à faible implication, une grande partie de la décision, elle s'opère dans le point de vente. Donc, tomber sur une bonne promotion est suffisant pour orienter le consommateur et pour l'amener à choisir la marque sous promotion. Le personnel de vente, tiens, un autre point noir de nos entreprises marocaines. D'accord? On gère très mal ce paramètre parce qu'on déploie aujourd'hui sur le terrain une force de vente qui est assez souvent mal formée et surtout pas suffisamment motivée. Et le résultat, il est là. D'accord? Le conseil n'est pas au rendez-vous et donc on ne va pas jouer le rôle qui incombe à ce personnel de vente qui est censé être un maillon assez important dans le processus de vente. Le contact physique avec les produits, on est dans un pays du pourtour de la Méditerranée et dans ce type de pays, on aime bien ce contact physique avec les produits. C'est indispensable de pouvoir tripoter, de pouvoir sentir, de pouvoir toucher les produits. Et ça, je pense que nos GMS l'ont bien compris. C'est la raison pour laquelle vous allez remarquer que, notamment à l'occasion des grandes fêtes, Ashura, l'Aïd el-Kbir et ainsi de suite, on va essayer de reproduire les bazars à l'image de à quoi on est habitué dans les souks et dans les marchés. D'accord? Alors que dans d'autres cultures, notamment du Nord, voire asiatiques, tout est présenté sous film alimentaire, aucun contact, et ça, c'est quelque chose de culturel qu'il faut absolument garder en tête. L'ambiance du magasin, que ce soit l'éclairage, que ce soit l'odeur, que ce soit l'alignement, que ce soit le design, que ce soit l'ensemble des paramètres qui vont avoir un impact sur justement ce ressenti global. Et ça, c'est quelque chose qui s'est développé dans la littérature marketing depuis les années 90 et bien évidemment qui est loin de perdre de son importance. Donc, il faut lui prêter une attention particulière parce qu'elle joue son rôle par rapport à comment le consommateur va vivre cette situation d'achat et l'influence que ça pourrait avoir sur la décision finale. Voilà donc les grands éléments que je voulais rajouter par rapport à cette étape-là. Donc on passe à la toute dernière, cinquième et dernière étape de ce processus décisionnel et qui concerne le post-achat.
Que peut-on dire concernant le post-achat? Il y a deux situations. Il n'y en a pas 36 000, il y a deux situations majeures, satisfaction et insatisfaction. Qu'est-ce que ça veut dire satisfaction? Lorsque les attentes du consommateur ont été au moins comblées. Donc la perception du bien ou service, elle répond au moins aux attentes, voire elle dépasse les attentes du consommateur. Et il y a insatisfaction ou déception dans la situation inverse. Ce qui va nous importer, c'est pas tant la gestion de la satisfaction, mais surtout la gestion de l'insatisfaction ou la déception. Et je voudrais parler d'un sentiment assez connu chez les psychologues et les sociopsychologues et qu'on appelle la dissonance cognitive. Qu'est-ce que ça veut dire, ce sentiment de dissonance cognitive? C'est un sentiment tout simplement d'inconfort psychologique parce qu'il y a un conflit entre deux situations, d'accord? Et ça, c'est quelque chose de très répandu lorsque le consommateur achète un produit et lorsqu'il est déçu. C'est la raison pour laquelle le consommateur développe des techniques pour atténuer ce sentiment et on doit connaître ces techniques du côté des managers parce que ça fait partie des choses qu'on doit apprendre à gérer si on veut bien évidemment réduire ce sentiment d'insatisfaction et espérer garder ce consommateur le plus longtemps possible. Donc, pour atténuer ce sentiment d'inconfort lié à la déception, le consommateur, généralement, il choisit trois alternatives, voire quatre, si on lui propose le retour de la marchandise. D'accord? Donc, il y a aujourd'hui de plus en plus de marques ou d'enseignes qui vous proposent satisfait ou remboursé. Je n'ai pas intégré ici cette situation. Je voudrais parler surtout des autres situations lorsque l'entreprise n'a pas intégré notamment cette gestion en amont de la dissonance cognitive qui pourrait être vécue par le consommateur. Donc le consommateur, comment il va gérer la situation? Premier cas de figure, il va la jouer sport et il va admettre qu'il a fait un mauvais choix. Il va se dire, oui, j'ai commis une erreur, je n'ai pas été satisfait de mon produit, de mon achat. Je tire la leçon et la prochaine fois, je vais être plus prudent. Deuxième situation, le consommateur va se mettre à rechercher des informations qui vont renforcer a posteriori son choix. Vous voyez ici, on se lance dans un processus de recherche d'informations qui n'a rien à voir avec le processus qu'on a développé en amont, au niveau de la deuxième étape, parce que ici, c'est une recherche d'informations qui va finalement être lancée après l'achat. Vous voyez, il faut voir dans le modèle de tout à l'heure, dans la succession des 5 étapes, une flèche de feedback qui nous ramène vers notamment la deuxième étape. Mais c'est une recherche d'information ici qui va être sélective, dans le sens où le consommateur ne recherchera que l'information positive, l'information qui va renforcer sa décision, l'information qui va lui permettre de dire finalement mon choix n'est pas si mauvais que ça. Donc, il faut accompagner ce consommateur dans ce sens-là. D'accord? Il faut continuer à communiquer avec un consommateur après, notamment l'acte de vente. Troisième cas de figure, attribuer à l'achat une nouvelle cause. Je donne un exemple, un consommateur qui a acheté un produit pour son usage personnel, il se rend compte que ça ne colle pas parfaitement avec ses attentes, il décide de l'offrir à quelqu'un d'autre avec qui ça pourrait coller plus. D'accord? Voilà autant de techniques qui peuvent être utilisées par le consommateur pour atténuer ce sentiment de dissonance. Les connaître, c'est connaître aussi par la même occasion, comme je disais tout à l'heure, comment devoir les gérer. L'entreprise ne doit pas considérer que l'acte de vente, ça y est, c'est une rupture de la relation. C'est un leurre, c'est une erreur qui est commise par un certain nombre d'entreprises qui considèrent que la relation se dénoue avec l'acte de vente. D'accord? Parce qu'un client insatisfait, c'est 10 clients minimum qui vont le savoir. Et aujourd'hui, avec le développement du bouche à oreille électronique, bien évidemment, ça va très vite. Les clients satisfaits ne le crient pas sur tous les toits, mais les clients insatisfaits, si. Ils vont faire en sorte de le dire. Ce n'est pas à vous, ils vont le dire autour d'eux. C'est la raison pour laquelle il faut gérer efficacement cette situation. Voilà donc pour ce tour d'horizon concernant les étapes qui composent le processus de décision et qui complètent parfaitement le détail qu'on a déployé lors des premières séances concernant les 5 processus psychologiques types. Je voudrais maintenant revenir sur ce cadran qui est en haut.
Les facteurs qui peuvent influencer le comportement. Je vous ai annoncé lors de la séance introductive qu'il y a tout un tas de variables, à la fois individuelles et environnementales, qui peuvent impacter n'importe quelle étape du processus de décision. On peut les scinder globalement autour de deux grandes catégories, des variables individuelles et des variables qu'on peut qualifier d'environnementales ou psychoculturelles. Je commence par ces variables individuelles. Vous connaissez tous la fameuse fiche signalétique, d'accord, qui est encore assez répandue dans tous les questionnaires, dans toutes les études de marché et qui va amener notamment l'enquêteur à recueillir des informations relatives à l'âge, les sexes, la catégorie socio-professionnelle, lieu d'habitation et ainsi de suite. Je voudrais préciser que ça fait partie des caractéristiques les plus anciennes termes d'études en comportement du consommateur. On a étudié ces caractéristiques depuis les années 70. Donc, vous vous en doutez, depuis les années 70 jusqu'à la date d'aujourd'hui, on a bien évidemment innové et on a apporté des choses supplémentaires. On n'a jamais abandonné cette fameuse fiche signalétique, même si on a aujourd'hui relevé qu'il y a certaines variables, notamment psychologiques ou sociologiques, qui ont un pouvoir explicatif nettement plus important que les caractéristiques individuelles. On ne les abandonne pas pour autant. Pourquoi? Parce qu'il reste indispensable pour identifier ces segments de consommateurs. Lorsqu'on veut analyser les données, on doit savoir qui sont ces consommateurs, qui peuvent se caractériser par telle ou telle caractéristique psychologique ou culturelle. D'accord? C'est la raison pour laquelle on ne les a pas abandonnés, mais on les a revisités. Dans ce sens-là, je voudrais commencer par ces caractéristiques sociodémographiques avant de basculer vers certains exemples de caractéristiques psychologiques. Mais je ne vais pas traiter de manière linéaire la fameuse fiche signalétique telle que vous la connaissez. D'accord? Qu'est-ce que je vous propose à la place? Par rapport à la question du sexe, je vous propose de le substituer par l'identité sexuelle ou la question du genre sexuel. Par rapport à la question de l'âge, je vous propose de le substituer par l'âge subjectif. L'emploi en le combinant avec le temps disponible. Et je voudrais remplacer le lieu d'habitation ville-campagne qui n'a pas de sens par la localisation géographique. Et je voudrais... On va reprendre, là on s'est arrêté, donc j'étais en train de parler justement de ce parfumeur Calvin Klein qui a mis en place pour la première fois l'usage de cette question du genre sexuel et qui se substitue à la question de la typologie ou la segmentation selon le sexe. Bien évidemment, aujourd'hui, il n'est plus le seul. Beaucoup d'entreprises ont suivi justement la même logique, notamment dans le domaine des produits de parfum, de la cosmétique, ainsi que dans le domaine du textile. Donc aujourd'hui, ça fait partie des choses qui sont acquises et qui sont aujourd'hui assez utilisées en matière de segmentation. Je continue sur les autres caractéristiques. La question d'âge. Pendant un certain temps, on avait tendance assez facilement à classer les consommateurs selon les classes d'âge. On disait qu'il y avait des produits pour les 20-30 ans, des produits pour les 30-40 ans, des produits pour les 40 ans et plus. Aujourd'hui, encore une fois, ce type de typologie ou ce type de classification ou de segmentation, ce sont les mêmes termes, sauf que je passe d'une terminologie d'analyse des données vers une terminologie marketing. Donc, sont dépassés par rapport à certaines catégories de produits. Je prendrai à titre d'exemple l'industrie de textile. Est-ce qu'on peut aujourd'hui continuer logiquement à dire qu'il y a une mode pour les 20-30 ans, pour les 30-40 ans? La réponse est bien évidemment non. Et les industriels de textile l'ont compris à leurs dépenses, ce qui les a amenés à aller vers une segmentation qui s'appuierait plus sur la question d'âge subjectif. Qu'est-ce que c'est que l'âge subjectif? C'est l'âge qu'on voudrait avoir. D'accord? Là, je me rapproche encore une fois du côté du consommateur. Donc, ce qui va me permettre d'avoir un outil ou une caractéristique qui va être beaucoup plus pertinente en matière de segmentation. La question d'emploi, donc je vous ai dit, le plus important, c'est de basculer surtout
vers le temps disponible et notamment pour la femme. Ça fait partie des critères largement utilisés aujourd'hui pour segmenter concernant un tas de catégories de produits et de services. On manque de plus en plus de temps et c'est la raison pour laquelle une bonne partie des produits et des services aujourd'hui tablent là-dessus. D'accord? La lessive qui permet de nettoyer plus rapidement, mais aussi un service livraison à domicile qui vous permettra de gagner du temps, les drives qui vous permettront également de limiter le temps d'attente et ainsi de suite. Donc, c'est là où on innove le plus aujourd'hui. Par rapport à la question de localisation géographique, je voudrais parler de où est-ce qu'on en est aujourd'hui concernant la recherche en comportement du consommateur. Vous avez tous entendu parler de la géolocalisation et son usage en matière de proposition d'offres adaptées aux consommateurs là où ils se retrouvent. Donc aujourd'hui, on a compris qu'on pouvait pister le consommateur et on pourrait lui proposer des produits adaptés à sa position géographique ainsi qu'à son profil. D'accord? La question de revenus, s'il vous plaît, que je vous propose de la compléter par la question du patrimoine qui est beaucoup plus pertinente parce que deux salariés qui reçoivent le même salaire ne vont pas avoir le même comportement si bien évidemment le premier est riche héritier et l'autre pas. D'accord? Donc il faut poser des questions beaucoup plus par rapport aux revenus, par rapport au patrimoine, pardon, que par rapport aux revenus, notamment qui pourraient être touchés à la fin de chaque mois. Je continue sur les caractéristiques psychologiques. J'ai relevé ici 3 exemples de caractéristiques psychologiques dont je voudrais vous parler. La personnalité, les valeurs et les styles de vie. Qu'est-ce que c'est qu'une personnalité et pourquoi est-ce intéressant à étudier dans la littérature en comportement du consommateur et dans la pratique marketing? La personnalité, c'est quelque chose d'unique. Voilà le premier aspect, la première caractéristique qui justifie l'intérêt. D'accord? C'est quelque chose qui est tout simplement typique à chaque individu, d'organisé et de relativement stable. La question de stabilité, c'est le deuxième critère qui justifie l'intérêt par rapport à la personnalité. C'est comme une empreinte, mais une empreinte psychologique. Donc l'intérêt pour notamment la pratique managériale, c'est que lorsque vous étudiez les comportements du consommateur et lorsque vous vous appuyez sur leurs traits de personnalité pour pouvoir les segmenter, vous pouvez oublier les études de marché pendant plusieurs années parce que cette typologie ou cette segmentation va rester valable pendant un certain temps. D'accord? Et le caractère unique vous permettra justement de pratiquer une segmentation pas comme les autres, quelque chose de difficile à copier par vos concurrents. Alors, on a une théorie qui est largement utilisée pour étudier la personnalité, ce qu'on appelle la théorie des traits. Que nous explique la théorie des traits? Pardon, elle nous explique qu'il y a 2 dimensions à étudier, le trait de personnalité et les facteurs. Qu'est-ce que c'est qu'un trait de personnalité? C'est une caractéristique stable qui différencie un individu des autres. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur? C'est un ensemble de traits caractéristiques d'une même dimension. Je m'explique à travers un exemple. Un modèle qui est très utilisé dans la pratique marketing et qui est utilisé notamment aujourd'hui par un certain nombre de prestataires de services. Je citerai à titre d'exemple les agences de voyage et notamment les compagnies qui peuvent programmer des événements de distraction de manière générale. C'est le modèle Océan. Le modèle Océan, c'est un modèle qui s'appuie justement sur cette théorie des traits et des facteurs. Ce que vous avez derrière le début de chaque lettre qui compose le modèle Océan, c'est ce qu'on appelle un facteur. Je disais tout à l'heure, un facteur, c'est un ensemble de traits caractéristiques d'une même dimension. D'accord? Un facteur est composé d'un certain ensemble de traits. Donc, si je regarde le premier facteur, l'ouverture, le O pour ouverture. L'ouverture, qu'est-ce qu'elle elle nous renvoie vers quel trait de personnalité? Elle nous renvoie vers la curiosité. Elle nous renvoie vers le goût pour les rêves. Elle nous renvoie vers le goût pour l'esthétique et pour l'imaginaire. Si je prends notamment le côté ou le facteur
N pour névrotique, je vais retrouver que ça renvoie vers des traits tels que l'anxiété, tels que la colère, tels que l'impulsivité, tels que la vulnérabilité. Si je regarde rien que ces deux facteurs, vous vous en doutez, si je suis un prestataire en matière de divertissement de manière générale, je ne peux en aucun cas proposer le même type de service pour des consommateurs qui ont le premier facteur versus le dernier facteur. D'accord? Les premiers ont besoin de plus d'imaginaire, plus d'originalité, plus des choses qui font appel au rêve, alors que les autres, pour le dernier trait, ils ont besoin plus d'assurance. Ils ont besoin qu'on les rassure. D'accord? Donc vous voyez, on ne peut en aucun cas proposer les mêmes prestations ou les mêmes types de services. Je passe aux valeurs. On distingue deux niveaux de valeurs, les valeurs sociales versus les valeurs individuelles. Les valeurs sociales, ce sont des valeurs communes à un groupe d'individus versus les valeurs individuelles qui sont propres à chacun. D'accord? Les valeurs sociales, ça s'élève au rang d'une loi ou d'une règle, d'accord, qui peut tout simplement être imposée dans un groupe social et qui pourrait être considéré comme étant l'idéal ou en tout cas ce qui est espéré par un groupe, contrairement aux valeurs individuelles qui sont des convictions stables chez chaque individu. Et c'est très important d'étudier justement ces valeurs à la fois individuelles et sociales parce que la dimension justement sociale, elle est très importante. Et il y a certes l'étude du comportement individuel, il y a certes les valeurs individuelles, mais c'est important aussi de relever quelles sont les valeurs sociales parce qu'ils ont beaucoup plus de poids. Ils s'élèvent donc, comme j'ai noté ici, au rang d'une loi, d'une règle. On ne peut pas transgresser facilement les valeurs d'ordre social. Je passe à la troisième variable psychologique, les styles de vie. Qu'est-ce que c'est qu'un style de vie? C'est un mode de vie caractérisé par la manière dont les individus occupent leur temps, ce qu'ils considèrent comme important, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et du monde qui les entoure. Et c'est très important pour commencer de comprendre que étudier les styles de vie, ce n'est pas à la portée de tout le monde. D'accord? Je vois parfois certains étudiants qu'on charge d'étudier les comportements du consommateur et qui se lancent dans des études de style de vie. Rien que sur cette définition, vous voyez, s'il vous plaît, la lourdeur de la tâche. Étudier le mode de vie, d'accord, va nous amener à étudier plusieurs paramètres. Comment ces individus occupent leur temps, ce qu'ils considèrent comme important, ce qu'ils pensent d'eux-mêmes et ce qu'ils pensent du monde qui les entoure. Ça nous amène vers des questionnaires assez lourds, qui, à ma connaissance, ne sont possible que via des grands cabinets d'études et via notamment un travail sur des grands panels. D'accord? Il y a, à ma connaissance, 3 grands cabinets à l'échelle internationale qui peuvent aujourd'hui prétendre mettre en place de véritables études relatives au style de vie. Le CCA en fait partie, le Centre de communication avancée, qui identifie sur la base d'un suivi de 3500 personnes plus que 16 styles de vie, d'accord, qui sont projetés sur ce plan factoriel. Donc sur ce plan factoriel, ce centre identifie plusieurs styles de vie qui vont finalement se positionner par rapport à ce continuum côté conservateur, côté orienté vers le changement et rigueur morale versus orientation vers la recherche du plaisir. Je passe, si vous permettez, aux caractéristiques d'environnement. Que peut-on dire concernant les caractéristiques d'environnement? Il y a toute une batterie de variables liées à l'environnement qui peuvent avoir également un impact direct sur le comportement du consommateur. Je vais annoncer les grandes lignes. D'accord? Les caractéristiques de l'environnement, on pourrait lister notamment la culture, les classes sociales, les groupes et les influences interpersonnelles, ainsi que la famille. Et c'est ce que je vous propose de détailler, notamment la prochaine séance,
qui sera la dernière séance, Inch'Allah, et qui va nous permettre de compléter cette vision sur un certain nombre de variables qui peuvent influencer le comportement du consommateur et qui, cette fois-ci, relèvent notamment du registre des variables liées à ce cadre socioculturel. D'accord? J'espère que mes propos sont clairs. Je vais en profiter pour ces dernières minutes qui restent pour écouter vos questions s'il y en a ou les points d'ombre que vous pouvez avoir par rapport à mon intervention.